Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet été philosophique. Cet été philosophique qui permet de bronzer malin, de bronzer intelligent, de bronzer philo. Alors, bienvenue sur cette chaîne qui ouvre avec cette vidéo sa première intervention, contribution à cet été philosophique. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en bas dans le petit carré rouge, s'abonner, afin de pouvoir suivre les différentes interventions et d'être au courant de tout ce qui va pouvoir nourrir et alimenter cet été philosophique. Alors, première vidéo, première question, pourquoi nos vies sont-elles absurdes? Nous allons traiter de l'absurdité de nos vies aujourd'hui. Nous allons en parler avec Camus, Albert Camus, et notamment en s'appuyant de temps en temps sur son mythe de Sisyphe. Alors, je dois vous dire d'emblée que je ne pourrais pas et je ne me permettrai pas de vous dire en quoi est-ce que vos vies, à chacun et chacune, collectivement, de manière subjective et individuelle, pourquoi vos vies sont absurdes? Quels sont les choix qui ont fait que vous êtes peut-être en train de juger aujourd'hui que votre vie est absurde? Ça, je ne me permettrai pas et je ne le pourrai pas. Par contre, ce que je peux essayer de faire avec Camus notamment, c'est de poser une hypothèse qui est que peut-être nos vies nous semblent-elles absurdes parce que nous nous sommes éloignés de notre absurdité première, de notre condition première qui, elle, est absurde. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que finalement la quête de sens incessante que nous avons tout au long de notre vie, d'essayer de faire sens, de comprendre pourquoi est-ce que les choses sont ainsi et pas autrement, ne nous éloigne-t-elle pas plus de notre condition première d'absurdité et donc nous rend peut-être plus malheureux et fait que le constat que l'on fait sur le monde qui nous entoure nous fait dire « Ah là là, mais quelle absurdité, dans quel monde vit-on » Alors voilà ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble, c'est-à-dire de se dire que peut-être il faudrait prendre plus conscience de l'absurdité première de notre existence, être sensible au sentiment premier d'existence qui serait, comme le suggère Camus, en tout cas un sentiment d'absurdité. Et peut-être essayer de se dire qu'à chaque fois que l'on essaye de combler cette absurdité première, finalement, peut-être nous ne faisons rien d'autre que de rajouter une couche d'incohérence ou d'absurdité. Alors, voilà ce que je vous propose aujourd'hui, d'essayer de voir en quoi est-ce que nos vies sont absurdes, non pas dans ce qu'elles ont d'accumulation de choix personnels, mais plutôt à la base, à leur fondement, c'est-à-dire l'absurdité première de notre existence. Aussi, comme je vous le disais, nous allons nous être accompagnés de Camus, en tout cas faire le chemin avec Camus. Alors, juste pour resituer un peu Albert Camus, qui est quand même un philosophe plutôt populaire, dont on a fêté notamment la mort il y a un an. L'anniversaire de la mort il y a un an. Alors Albert Camus est né en 1913 en Algérie et il est mort en 1960 dans un accident de voiture. C'est tragique d'ailleurs qui fait qu'il est parti assez jeune. Albert Camus recevra le prix Nobel en 1957 qui fera de lui un philosophe reconnu, même si personnellement c'est pas une distinction qu'il trouvera si honorifique que cela. Albert Camus, c'est à la fois un philosophe, c'est un écrivain, c'est un romancier, c'est un dramaturge, c'est un essayiste, c'est un nouvelliste, c'est un journaliste. C'est donc un homme pour qui la pensée prend des formes multiples. Et donc ce n'est pas anodin de retrouver dans sa philosophie un réel engagement humain. Alors évidemment un engagement humaniste, mais un vrai engagement humain à la première personne. Aussi, si tout à l'heure je disais que vos vies et vos choix personnels ne pouvaient pas forcément être pris en compte aujourd'hui dans cette question de l'absurdité de nos vies, il n'empêche que le rapport intime à l'existence et donc aussi universel à l'existence est un prisme par lequel la philosophie de Camus aborde les problèmes philosophiques qu'elle souhaite traiter. Et donc il y a toujours cette notion très, très humaine présente dans la philosophie d'Albert Camus. Alors, on remarque dans l'œuvre de Camus deux périodes importantes. La première période qu'on appelle la période de l'absurde,
et une seconde période qu'on appelle la période ou le cycle de la révolte. Et évidemment, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, vu qu'on essaye de revenir au fondement même de l'absurde, et notre vidéo aujourd'hui va essayer de s'intéresser même à l'irruption de l'absurde dans nos vies, en tout cas cette prise de conscience de l'absurdité première de nos vies. Donc évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est le cycle de l'absurde chez Camus. Le cycle de l'absurde chez Camus, qui est la première partie de son œuvre, va regrouper, en tout cas couvrir plusieurs œuvres, à la fois des œuvres philosophiques, donc le mythe de Sisyphe, mais aussi des œuvres dramatiques, en tout cas de pièces de théâtre, notamment Caligula, qui est vraiment l'œuvre théâtrale qui est reconnue comme étant une œuvre de l'absurde, mais il y a aussi le malentendu que l'on peut mettre dans ce cycle de l'absurde, et comme roman, on a tendance à penser que l'étranger fait partie aussi de ces œuvres qui font partie du cycle de l'absurde. Le cycle de la révolte, même si aujourd'hui c'est ce qui nous intéresse peut-être moins, le cycle de la révolte comprend évidemment lui aussi des romans, pièces de théâtre et essais qui sont le roman La Peste, les pièces de théâtre, pardon, on a les Justes qui incarnent ce cycle de la révolte, et aussi l'essai, évidemment, c'est l'homme révolté. Après le mythe de Sisyphe dans le cycle de l'absurde, l'homme révolté incarne cet homme qui choisit la révolte pour faire face à l'absurde. Alors si tout à l'heure je vous disais que nos vies, nous pouvons les juger absurdes, cela ne veut pas dire que nous avons consciemment l'idée que notre condition première est une condition absurde. Nous vivons notre vie de manière quotidienne et régulière, nous trouvons un sens à nos vies de manière quotidienne, nous vivons ce que nous avons à vivre, pris dans le flot de nos obligations, exigences, voilà, quotidiennes et annuelles, et nous nous projetons, nous nous créons des buts, nous créons du sens avec les choix que nous faisons dans nos vies. Or, comme je l'amorçais un tout petit peu en introduction, si il nous arrive de temps en temps de faire le constat de l'absurdité de nos vies, c'est qu'il arrive par moments une sorte d'irruption de pas de côté qui nous fait dire mais pourquoi est-ce que je fais ça réellement? À quoi bon faire ci et pas faire cela? Pourquoi? Il y a une sorte des fois de remise en question totale du sens que nous construisons et du sens de nos vies quotidiennes. Cette irruption de l'absurde, Camus dit que c'est justement, et même peut-être paradoxalement, l'irruption de l'absurde. Pour Camus, l'absurde fait irruption dans nos vies et peut tomber sur n'importe quelle personne au coin de n'importe quelle rue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le questionnement de l'absurdité de nos vies, ou en tout cas dans l'irruption de l'absurde dans nos vies, une recherche intellectuelle profonde, un positionnement particulier philosophique qui ferait qu'au bout d'un moment on se dirait mais oui bien sûr c'est ça l'absurde. Non, l'absurde n'est pas une vérité, l'absurde n'est pas un concept. L'absurde pour Camus est avant tout un sentiment. C'est-à-dire que l'absurde fait irruption chez nous comme une évidence, mais une évidence qui nous prend bien plus tôt aux tripes que intellectuellement. Et donc, ce sentiment, cette irruption de l'absurde qui peut prendre des formes multiples, qui peut prendre cette idée de mais à quoi bon, pourquoi est-ce que finalement je fais ça? Vous savez, c'est finalement l'irruption de l'absurde, c'est ce petit grain dans l'engrenage qui va qui va enrayer la machine. C'est cette petite pensée, ce petit sentiment que les choses ne sont pas exactement comme elles pourraient être, ou au contraire, ça peut être aussi une sorte de jaillissement complet qui remet en cause complètement les choses, ou ça peut être aussi l'irruption d'une angoisse existentielle qui remet en cause complètement le sens et la routine et les habitudes dans lesquelles nous nous sommes pris au quotidien pour vivre notre vie de tous les jours, et notre vie aussi les uns avec les autres. Alors que se passe-t-il lorsque l'absurde fait irruption dans nos vies? C'est un sentiment, et comme c'est un sentiment, ce sentiment va créer un trouble dans nos vies quotidiennes. Et Camus va avoir tendance à dire que ce trouble correspond à une remise en question des constructions intellectuelles, en tout cas des constructions de la représentation du monde que l'on a d'habitude. Finalement, l'irruption de l'absurde, c'est le moment où
on prend conscience des illusions qui nous entourent. Et on pourrait aussi dire que l'irruption de l'absurde, c'est le moment où les illusions cessent justement de faire illusion. Lorsque l'absurde fait irruption, alors les masques tombent. Et il y a dans l'irruption de l'absurde comme une sorte de révélation, mais comme une sorte de première étape. C'est-à-dire que ce n'est pas une révélation où on soulève le voile des apparences et voilà la réalité. Je lève mon masque et voilà qui je suis réellement. On pourrait imaginer que voilà, la révélation de l'absurde, c'est le monde qui d'un seul coup révèle sa vraie nature ou nous montre son vrai visage. Mais non, l'irruption de l'absurde, ce n'est que et uniquement la prise de conscience de l'artificialité des constructions que nous avons mises en place pour nous représenter le monde qui nous entoure. Mais ce n'est pas la révélation ou la découverte d'une vérité cachée. L'absurde, ce n'est pas la révélation de ce qui est vraiment. L'absurde, c'est plus le sentiment profond que quelque chose dans les habitudes quotidiennes que j'ai ne vont pas si bien, ça ne tourne pas si rond, la mécanique n'est pas si parfaite que ça. Et donc l'irruption de l'absurde, c'est bien avant tout la prise de conscience du non-sens, mais du non-sens non pas comme s'il y avait une absence de sens, mais vraiment la prise de conscience du non-sens comme un sens construit. L'irruption de l'absurde, c'est se prendre conscience que tout ce qui m'entoure n'est rien d'autre qu'une construction artificielle faite par l'homme, faite par la société, mais qui ne répond en rien à ma quête première de sens, à mon désir premier de sens, à mon désir premier de compréhension rationnelle du monde qui m'entoure. Parce que là se situe vraiment la définition du rapport absurde de l'homme et du monde pour Camus. Camus dira, et c'est important aussi parce que c'est quelque chose d'extrêmement intuitif, on aurait tendance à croire que, et le langage quotidien le dit, oh là là, cette chose est absurde, le monde est absurde, vous avez vu le monde dans quel état il est, le monde est absurde, on marche sur la tête, etc. Or, le monde n'est pas absurde, je ne suis pas absurde, l'absurde est un rapport. L'absurde, c'est la non-réponse face à une demande. Camus définira l'absurde comme ça, il dira, et je vais citer, que l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. L'absurde, c'est un rapport, et Camus insistera en disant qu'il ne peut pas y avoir d'absurde sans esprit humain. Finalement, c'est l'esprit humain, c'est l'homme qui peut identifier qu'il y a un rapport absurde. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'une chose n'est pas absurde, c'est un rapport qui est absurde. Et ce rapport se caractérise par le fait que l'homme veut comprendre, l'homme est en quête de sens, l'homme cherche un sens et il est armé de son intelligence, de sa compréhension rationnelle pour chercher un sens. Et face à ce désir de sens et à ces questions portées à l'univers, l'homme reçoit un silence. Le monde ne répond pas à l'homme, le monde ne répond pas à son désir de sens. Et c'est pour ça que Camus dit que le silence du monde est un silence déraisonnable, un silence qui ne répond pas à notre désir intellectuel et intelligent de comprendre les choses. Camus dira aussi que l'intelligence aussi, et je le cite, l'intelligence elle aussi me dit donc à sa manière que le monde est absurde. Dans la quête de sens, dans la recherche de sens, dans le fait de se demander quel sens a nos vies, nous abordons cette question armée de notre intelligence. Nous voulons comprendre, nous voulons que notre intelligence soit rassasiée et qu'on puisse répondre à ces questions. Or, l'intelligence est obsolète, l'intelligence est inutile face à cette question de sens. Et donc, c'est pour ça que Camus dit que l'intelligence aussi, finalement, dit à sa manière, dans le fait qu'elle n'est pas opérante, que le monde est absurde. Mais Camus dira, évidemment, ce n'est pas le monde qui est absurde, c'est ce rapport entre mon désir de sens et le silence du monde qui est en face. Alors voilà, nous y sommes. Nous savons maintenant d'où vient le sentiment d'absurdité premier. Mais ce sentiment d'absurde vient du manque de réponse du monde face à mon désir de sens. Mais alors, quand il se passe ça, et
quand on a tous, peut-être, plus ou moins, je pense, ressenti de temps en temps cette question, cette irruption, lorsqu'à l'absurde a fait irruption, à un moment où, est-ce que c'est en regardant une racine, comme le héros chez Sartre, est-ce que c'est en ayant une pensée qui nous traverse, est-ce que c'est un sentiment absolument ineffable qui se fait ressentir, ou est-ce à force de réfléchir que l'on perd le sens? Quoi qu'il arrive, on vient de comprendre que l'absurde, le sentiment de l'absurde était une inadéquation, en tout cas le manque de réponse du monde face à mon désir de sens. Mais comment je vais réagir face à cette absence de sens, cette absence de réponse? Camus va dire qu'il y a 3 possibilités, mais 3 possibilités qui en fait pour lui vont être des tentations qu'il va falloir essayer de combattre et auxquelles il va falloir résister. Les 3 tentations que Camus va énoncer sont les 3 attitudes assez communes, en tout cas facilement identifiables, que chaque être humain qui ressent cette irruption de l'absurde et qui le trouble va essayer d'adopter. Or, on le verra, Camus, lui, pense qu'il y a une 4e attitude qui est celle de l'homme absurde. Et l'homme absurde, pour Camus, ce n'est pas l'homme qui est absurde, ça on commence à le comprendre, comme le monde n'est pas absurde, l'homme ne peut pas être absurde. Mais l'homme absurde, entre guillemets, chez Camus, c'est l'homme qui, après avoir fait le constat de l'absurde, après avoir ressenti cette irruption du sentiment de l'absurde, décide de lui faire face. Décide de ne pas l'oublier, ou en tout cas de ne pas le fuir, ou de ne pas y succomber. Et donc l'homme absurde, qui va être notre guide, en tout cas, qui va être notre modèle, aujourd'hui et pour la prochaine vidéo, cet homme absurde, c'est celui qui fait face justement à l'absurde. Ça, c'est la 4e voie. Maintenant, quelles sont les 3 attitudes communes que Camus recense et dans lesquelles on va tous se retrouver? Face à l'irruption de l'absurde, que cherche à faire l'homme? Camus dira, la première des attitudes, et le livre, le mythe de Sisyphe, commence par une citation connue, dira que la première tentation, c'est celle du suicide. Et je cite les premières lignes du mythe de Sisyphe. « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » Le suicide, se suicider, pour Camus, c'est répondre à la question « Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ? Non, je me suicide. Puisque la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, puisque je ressens avec cette irruption de l'absurde profondément ce à quoi bon continuer si la vie n'a pas de sens, si maintenant que je le ressens profondément, je me dis que je pourrais faire ci ou ça, que finalement les choses n'ont pas de raison d'être, face à l'irruption de l'absurdité première de ma condition, eh bien si ça n'a pas de sens, si la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, alors je me tue, alors je me suicide. Comme une sorte d'ultime acte volontaire, en tout cas d'ultime sens que je puisse donner à ma vie, je décide de la terminer. Alors évidemment, c'est dans le spectre de toutes les attitudes possibles, la plus radicale, bien évidemment, et la plus violente. Camus dira du suicide que finalement, c'est, malgré la force de l'acte et même peut-être même l'héroïsme que peut représenter peut-être le suicide, je ne sais pas, cela reste quand même un renoncement, ou en tout cas face à l'absurdité de la vie. C'est se dire, bon, maintenant je saute de l'avion et je jette l'éponge et je ne continue pas ma vie vu qu'elle n'a pas de sens. C'est la première attitude. La deuxième attitude face à l'irruption du sentiment de l'absurde, et donc à ce à quoi bon continuer, aussi les choses n'ont pas de sens, la deuxième attitude est certainement la plus commune, qui consiste à nier cette irruption et finalement reprendre sa vie quotidienne. C'est répondre à son enfant qui pose des questions existentielles, mais pourquoi ceci? Répondre, bah c'est comme ça, oui, c'est vrai, on ne sait pas, mais bon, hein, on va pas s'arrêter de vivre pour autant. Donc c'est pas du tout la même attitude que la première, mais c'est celle qui consiste quand même à nier les questions existentielles. Sans être si radical ou bourru qu'on s'en fiche et continuons laborieusement et de manière besogneuse notre vie sans nous poser de questions,
cette idée de déni, ou en tout cas de négation des questions existentielles, et en tout cas de l'irruption de l'absurde, est ce que l'on opère assez quotidiennement. Je connais très peu de gens qui passent leur journée entière à vivre intensément et à ressentir de manière très viscérale ces questionnements profonds du sens de la vie. Alors c'est, disons, l'interruption et l'ininterruption, c'est-à-dire l'interruption comme un interrupteur de j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. Et donc c'est la deuxième attitude, c'est-à-dire d'opérer une certaine forme de déni, déni temporaire, déni éphémère, déni radical. En tout cas, voilà la deuxième attitude. La troisième attitude consiste à, donc face à cette irruption de l'absurde, à cette remise en question totale des habitudes conceptuelles, de la représentation du monde et du sens que l'on donne à sa vie, de combler cette absence de sens, de combler le manque de sens et en tout cas l'incapacité de notre intelligence à comprendre le monde et à faire sens, combler ce manque par un saut dans la croyance. Si je ne peux pas comprendre rationnellement le monde, si face à mon désir rationnel de sens, le monde m'offre un silence assourdissant, alors je n'ai plus qu'à espérer, je n'ai plus qu'à projeter un sens au-delà de ma capacité rationnelle de compréhension des choses. Et donc, je comble la faille, le fossé créé par l'irruption de l'absurde dans ma compréhension du monde, je comble ce fossé par de la croyance. Là où je ne comprends pas comment les choses fonctionnent, là où ma capacité de représentation ne me permet pas de combler ce manque de sens, alors je colle un sens lié à que je vais aller chercher à force de croyances, et évidemment de croyances et de croyances religieuses. La religion fait partie des lieux et des domaines dans lesquels on peut aller chercher ces manquements de compréhension, ces manques de compréhension de pourquoi est-ce que je suis là, d'où je viens, où je vais, qu'est-ce qui se passe après ma mort, pourquoi, à quoi bon, je ne comprends pas. Toutes les religions vont répondre à ces questions-là, ces questions qui découlent justement de l'irruption de l'absurde, de l'absurdité de notre condition première. Dans cette troisième catégorie liée à la croyance, Camus va aller un peu plus loin et va dire que même des philosophies qui se sont attelées à la question de l'absurde et de l'absurdité, telles que les philosophies de Heidegger, de Kierkegaard, de Chestov, finalement, même si elles s'intéressent à la question de l'absurde et de l'absurdité de nos vies, finissent toutes ces philosophies existentielles à poser une certaine espérance ou espoir dans une métaphysique, c'est-à-dire que, et c'est ce que Camus va reprocher à ces philosophies, en opposant à ces philosophies qui posent un espoir dans une métaphysique, dans un sens au-delà de notre condition et de notre capacité de compréhension du monde, un sens au-delà, Camus va opposer à ces philosophies l'idée, et ce qui va être pour lui l'idée originale de sa façon de traiter de l'absurde, c'est-à-dire que pour Camus, l'absurde est le point de départ de toute philosophie. On ne peut être honnête philosophiquement, on ne peut avoir une démarche logique et honnête que si l'on maintient cette évidence première qui est celle de l'absurde. Et c'est pour ça que Camus le dit dès les avertissements en préambule du mythe de Sisyphe, il va clairement dire que pour lui, l'absurde n'est pas une fin, mais vraiment un point de départ. C'est le début de toute réflexion possible. Et on va comprendre, et on comprend pourquoi finalement, pour Camus, la seule attitude possible, la seule attitude presque logique, et c'est même pas presque, parce que Camus va vraiment dire que la logique est la clé même de toute démarche philosophique. Camus va dire qu'il est certainement difficile de pouvoir maintenir une logique, mais que justement la philosophie de l'absurde telle qu'il la propose maintient cette logique jusqu'au bout. Et pour être honnête envers soi-même, pour maintenir cette démarche logique et cette réflexion, il faut absolument ne pas nier et ne pas rejeter
l'absurde, ne pas faire de cette irruption de l'absurde dans nos vies, de ce sentiment troublant, soit le déclencheur de la fin de notre vie, soit un événement si anecdotique que dès qu'il a dit qu'il surgit, hop, je l'étouffe et je continue ma vie quotidiennement, et de ne pas non plus en faire le prétexte à une croyance au-delà de mes capacités de compréhension. Pour Camus, il va falloir assumer la limite même de ma capacité de compréhension sans basculer dans la croyance, sans non plus basculer dans la résignation et le renoncement et me suicider, et aussi en maintenant sa conscience éveillée, c'est-à-dire en ne faisant pas jour-nuit, j'ai conscience de l'absurde, j'oublie l'absurde. Et donc il va y avoir cette nécessité. Ce qui pourrait sembler quelque chose d'assez âpre et de difficile. Camus va résumer sa démarche avec cette phrase. Et poussant jusqu'à son terme cette logique absurde, je dois reconnaître que cette lutte suppose l'absence totale d'espoir, qui n'a rien à voir avec le désespoir, le refus continuel qu'on ne doit pas confondre avec le renoncement, et l'insatisfaction consciente qu'on ne saurait assimiler à l'inquiétude juvénile. Et donc pour Camus, faire face à l'absurde, assumer l'absurdité première de ma vie, ce qui est un gage pour ne pas rajouter des couches d'absurdité, soit en croyant à des choses qui sont au-delà de mes capacités, soit en me suicidant, soit en faisant l'autruche. Faire face à l'absurde, ça nécessite une absence totale d'espoir, un refus continuel, donc un refus face à la croyance, et une insatisfaction consciente, un vrai désir de continuer à vivre malgré tout. Je voudrais m'arrêter juste très peu de temps sur cette idée d'absence totale d'espoir. Parce que cette idée d'absence totale d'espoir semble être une condamnation comme on pourrait imaginer, voilà, comme Sisyphe qui a donné son nom au livre, le mythe de Sisyphe de Camus. Il y a cette notion de condamnation terrible, continuer à vivre sans espoir. Or, tout comme Camus dit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, il faut comprendre, lorsque Camus parle d'absence totale d'espoir, non pas désespoir, mais, comme le dit André Nicolas, l'inespoir. C'est-à-dire que lorsque Camus dit qu'il faut être dans une absence totale d'espoir, il ne faut pas entendre désespoir, parce que est désespéré celui qui a espéré. Or, une absence totale d'espoir, c'est aussi la garantie de ne pas être déçu par un désir de sens qui ne serait pas comblé. Finalement, en affirmant cette nécessité d'absence totale d'espoir, Camus se garde bien de subir une deuxième déception, c'est-à-dire la première déception étant le silence du monde face à mon désir rationnel. Une fois que la leçon a été reçue, on n'y retourne pas une deuxième fois. C'est-à-dire, j'ai compris qu'il n'y avait pas de sens, je ne vais pas retourner en chercher. Par contre, et c'est là toute la question qui nous intéresse et qui va surtout nous intéresser pour la deuxième vidéo, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment est-ce que je peux vivre alors que j'ai conscience de l'absurde, que je refuse de nier l'absurdité première de ma vie? Comment je fais pour vivre face à cette absurdité qui maintenant a fait irruption dans ma vie? Comment j'avance? Alors la question est comment je vis malgré tout, mais même au-delà de la vie, au-delà de la survie, comment je fais pour me lever tous les matins? Peut-être pouvons-nous espérer, sans forcément y mettre beaucoup d'espoir, mais peut-être pouvons-nous imaginer qu'il est possible d'avoir une vie bien et bonne, et peut-être même une vie créative. En attendant qu'on aborde cette question dans notre deuxième vidéo, je vous laisse donc aujourd'hui sur cette suspension, c'est-à-dire la suspension et le maintien, cette lutte face à l'absurdité de nos vies, que Camus signifie comme ça, lorsque Camus écrit « Savoir se maintenir sur cette arête vertigineuse, voilà l'honnêteté, le reste est subterfuge ». Alors je vais vous laisser pour l'instant sur cette arête vertigineuse, en suspens, dans la capacité totale de refuser le déni, et aussi sur cette voie peut-être aride. Camus parle des déserts de la pensée, le chemin
pour l'émancipation et face à l'absurdité de nos vies, en tout cas la condition première de nos vies absurdes, est un chemin aride. Mais je vous promets qu'on reprendra la traversée et l'aventure dès la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de nuit. Et n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner et ou vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.